l'ambition et la volonté de Jacques Coeur. L'histoire de Jacques Coeur se raconte comme un récit poétique d'aventures héroïques qui mérite l'admiration compte tenu de son origine modeste. Son histoire pose des questions fondamentales. Premièrement, comment en partant de rien peut-on se hisser au sommet des honneurs, de la gloire et de la fortune? Deuxièmement, qu'est-ce que la destinée? Troisièmement, qu'est-ce que la volonté? Quatrièmement, qu'est-ce qu'un leader? L'histoire de Jacques Coeur n'est-elle pas le résultat d'une co-construction entre son intelligence et les grandes mutations de son environnement qui nous font quitter la féodalité du Moyen-Âge pour entrer dans le libéralisme de la Renaissance? En somme, l'histoire de Jacques Coeur peut se raconter, et c'est notre choix, comme une leçon des concepts fondamentaux de la vie. Comment, en partant de rien, peut-on se hisser au sommet des honneurs, de la gloire et de la fortune? L'histoire de Jacques Coeur montre que c'est possible à condition de rêver sa destinée au plus haut niveau des honneurs, de la gloire et de la fortune, et de la postérité, et avoir la volonté déterminée d'agir avec intelligence pour révolutionner à la hauteur des besoins et des attentes de son environnement. Autrement dit, la réussite est à la fois le résultat d'une très grande ambition, le rêve, d'intelligence pour davantage d'ouverture au dehors et davantage de mobilisation au dedans, des voyages et des partenaires, de co-construction de l'intelligence et de l'environnement, l'ouverture et la mobilisation. Qu'est-ce que la destinée? La destinée est une construction mentale qui désigne une puissance supérieure de la volonté humaine qui régit le cours des événements, de l'existence, de l'histoire, de l'avenir d'un individu, d'une société, de l'humanité. Outre les approches divines, la destinée dépend de la perception par chaque individu des finalités du monde et de la co-construction de son intelligence et des évolutions de l'environnement culturel, politique, environnemental, économique, sociétal, social et associatif. L'histoire de Jacques Coeur montre que sa perception de la cour royale installée à Bourges du fait de l'occupation du nord de la France par les Anglais, la démarche exemplaire de Jeanne d'Arc, le raffinement de la cour du duc de Berry, les pratiques commerciales en Europe en relation avec les routes de la soie, le relationnel de sa belle-mère, la beauté, l'extravagance et l'amitié qui le lient à la première favorite royale, lui ont permis de rêver sa destinée au plus haut niveau des honneurs, de la gloire, de la fortune et de la postérité. Qu'est-ce que la volonté? À chaque instant, chaque individu a le choix entre l'immobilisme qui consiste à ne rien faire ou à procéder à des réglages mineurs, la réforme qui consiste à changer la forme sans changer le fond, la rénovation qui consiste à changer de façon mineure un peu la forme et un peu le fond, la refondation qui consiste à changer le fond et à changer la forme en conséquence, la rupture qui consiste à changer radicalement le fond et la forme, la révolution qui consiste à faire une rupture soudaine et spectaculaire au moyen d'une innovation déterminante. Seuls quelques individus les plus intelligents, les plus créatifs et les plus courageux ont la faculté de révolutionner l'ordre établi. L'histoire de Jacques Coeur est une volonté déterminée de révolutionner le commerce en France dans la logique du libéralisme initié depuis l'an 936 par Othon Ier, le fondateur du Saint-Empire romain germanique. La liberté d'entreprendre, la liberté de travailler, l'art de diriger ont dessiné les grandes routes commerciales de l'Europe en relation avec les routes de la soie et fondé la civilisation européenne. Autrement dit, Jacques Coeur a tout compris du développement qui suit sur les fondements de l'économie marchande et de la civilisation européenne. Qu'est-ce qu'un leader? Dans l'univers, tout est force compétitive, individuelle ou collective. Ces forces compétitives sont poussées dans le sens de la destinée que chaque individu a imaginée, par la volonté plus ou moins affirmée d'agir pour s'adapter ou révolutionner les réalités de l'environnement, la création de valeurs tangibles en termes de résultats financiers, mais aussi de satisfaction et d'émotion des parties prenantes, les pratiques innovantes pour progresser, et la mobilisation collective des parties prenantes impliquées dans le progrès recherché. L'histoire de Jacques Coeur montre ses compétences de leader
par le rêve de sa destinée, la volonté de révolutionner dans le sens des évolutions qui conduisent à la Renaissance, les émotions créées par le plaisir de la richesse, de la mode, des idées, les pratiques commerciales fondées sur la conquête des mers, notamment de la mer Méditerranée, la mobilisation des parties prenantes en donnant naissance à la culture d'entreprise, déjà très développée dans les pays de l'Europe du Nord, notamment parmi les membres de la Hanse. Ainsi, Jacques Coeur a nourri une ambition à la hauteur des enjeux, a rêvé sa destinée, a forgé sa volonté de révolutionner en innovant, a agi en leader, a développé sa vision, a défini ses stratégies, a développé ses leviers et ses plans d'action, a créé de la valeur, notamment des satisfactions en permettant de s'affranchir de l'occupation des Anglais, a posé les bases essentielles de l'évolution de la société vers la Renaissance. La vision de Jacques Coeur. Jacques Coeur est né à Bourges vers 1400, au rez-de-chaussée d'une maison située rue de la Parrerie, qui, comme son nom l'indique, regroupe les commerces de la fourniture de parures. L'endroit a servi d'échoppe à un boucher mort aux environs de 1395, en laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Pendant un certain temps, la veuve assume les charges indispensables à son foyer, puis les difficultés l'amènent à se remarier en 1398 à Pierre Coeur, un gaillard énergique et soucieux de réussite sociale, avec lequel elle a 2 enfants, Jacques Coeur, né vers 1400, Nicolas Coeur, né en 1403. Pierre Coeur est établi à son compte en tant que mi-artisan et mi-commerçant en qualité de pelletier, c'est-à-dire celui qui travaille les fourrures. Bien entendu, la fortune et le rang social conditionnent les achats de fourrures. Pour les nobles de la cour et pour la bourgeoisie naissante, il n'est question que de martres, d'écureuils, d'hermines, de loutres, de zibelines. Pour les gens communs, on se contente de chats, de lapins, de renards, de moutons ou de chèvres. Très rapidement, Pierre Coeur se révèle un homme habile à gagner de l'argent et à gravir les échelons sociaux. Les affaires prospèrent si bien que vers 1409, le maître fourreur Pierre Coeur devient, selon les chroniques, le marchand pelletier le plus riche de son temps. Il réalise son rêve en achetant la maison souhaitée avec une habitation, un magasin et un atelier dans le plus riche quartier de Bourges. Jacques Coeur fréquente l'école qui relève directement de la Sainte-Chapelle, située à 2 pas de son nouveau domicile du centre de Bourges. On ne possède aucune indication quant à la durée de sa formation. L'enfance de Jacques Coeur ne paraît pas avoir été studieuse, au dire d'un contemporain qui le représente comme étant sans éducation. Il possède toutefois un solide niveau intellectuel aux multiples facettes, notamment une solide connaissance des fondements de l'économie marchande qui se développe sur les grandes routes commerciales de l'Europe, en relation avec les routes de la soie, ainsi que des mutations qui préfigurent l'époque de la Renaissance, comme l'explique le chapitre de ce livre intitulé « Les fondements de l'économie marchande et de la civilisation ». Bien que les grandes routes commerciales de l'Europe ne passent que rarement par la France, l'évolution du commerce à Bruges, à Anvers, à Lübeck, à Hambourg, à Venise, à Gênes, à Florence, etc., en relation avec les routes de la soie de l'Orient, est bien connue des commerçants qui sont en relation avec les banquiers lombards, qui couvrent le marché de la monnaie et des changes. Plus, les ménestrels et les troubadours chantent de ville en ville les évolutions sociétales, artistiques et civilisationnelles. Il semble que Jacques Coeur acquiert des compétences de magistrat, puisque son père ne pourra pas lui payer de charges. En revanche, il est initié par son père, dès son plus jeune âge, à la vie pratique des affaires, et ses qualités personnelles en font un leader exemplaire. Le 25 octobre 1415, Jacques Coeur a 15 ans lorsque les armées anglaises d'Henri V, fortes d'environ 8000 hommes, battent les troupes françaises d'environ 10 000 hommes lors de la bataille d'Azincourt dans le nord de la France. Les troupes françaises tentent de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre qui tente de regagner Calais,
devenue anglaise en 1347. La cavalerie lourde française est moins efficace sur un terrain boueux. Les archers anglais et gallois, équipés de grands arcs à très longue portée, sont bien retranchés et transpercent la chevalerie française. Le 29 mai 1418, Jacques Coeur a 18 ans. Lorsque Paris est envahi par les gens du duc de Bourgogne Jean sans peur, secrètement allié des Anglais, qui deviennent maîtres de la capitale et procèdent au massacre du chancelier de France, du connétable de France, du comte d'Armagnac et de ses partisans. Le dauphin, le futur Charles VII, a 15 ans et se réfugie à Bourges, capitale de son duché de Berry, pour y organiser la résistance contre les Bourguignons et les Anglais. Le dauphin Charles devient par dérision le petit roi de Bourges. La présence du dauphin Charles et de la cour stimule encore plus les échanges et le commerce dans la ville de Bourges. Le dauphin Charles, qui s'est autoproclamé roi sous le nom de Charles VII, établit le Parlement à Poitiers et la Cour des comptes à Bourges. Jacques Coeur voit ainsi les opportunités de vendre la cour, ce qui lui permet de rêver sa destinée. La stratégie de Jacques Coeur. Le père de Jacques Coeur n'a pas les moyens de lui acheter une charge dans la magistrature. Jacques Coeur n'a aucune attirance pour le clergé ni pour le métier des armes. Il fait aux côtés de son père l'apprentissage du métier de marchand, pendant que son demi-frère et son frère font tous les deux une brillante carrière dans le clergé. En 1420, alors âgé de 20 ans, Jacques Coeur se marie avec Massé de Léodepart, dont le père occupe le poste de chancelier à la cour du duc Jean Ier de Berry, et dont la mère, Jeanne Roussard, est la fille d'un maître des monnaies de Bourges. Ainsi, sa belle famille le fait entrer dans les milieux des hauts magistrats et des gens de cour. Progressivement, le réseau d'influence de Jacques Coeur s'étoffe avec l'une de ses sœurs qui épouse Jean Bochetel, le secrétaire de Charles VII, son frère Nicolas Coeur, qui devient évêque de Luçon, l'une de ses nièces, Perrette, qui épouse Jean de Village, natif lui aussi de Bourges, qui assurera plus tard les fonctions de commandant de sa flotte marchande. Jacques Coeur entreprend alors un nouvel apprentissage dans les métiers de l'argent, tout en filant le parfait amour avec son épouse. Le ménage est des plus unis. Très jeune, Jacques Coeur gère l'un des 12 bureaux de change de la ville. En 1427, Jacques Coeur crée la Compagnie du Levant en s'associant en partenariat avec 3 hommes. Ravant le Dunois, maître titulaire de la dite monnaie, qui s'est réfugié à Bourges pour fuir l'occupation anglaise, Pierre et Barthélemy Godard, qui sont changeurs de profession. L'objet social de l'entreprise est le commerce des étoffes et des soieries, le change des monnaies et les fournitures diverses à la cour royale. Les leviers stratégiques de Jacques Coeur. L'entreprise marche tout d'abord sans problème. En 1429, les affaires se gâtent quand le jeune roi Charles VII exige des monnayeurs une monnaie de plus en plus abondante pour financer la brillante campagne de Jeanne d'Arc qui demande d'importantes mises de fonds. Pour faire face aux exigences royales, Jacques Coeur et ses associés battent monnaie au-dessous du cours légal. Ainsi, l'admirable épopée de Jeanne d'Arc a été financée par de fausses monnaies. Les coupables sont immédiatement arrêtés parce qu'ils sont accusés d'avoir fait affiner 300 marques d'argent au-dessous du titre légal, ce qui leur aurait procuré un bénéfice de 120 à 150 écus. Ravant le Danois sollicite en 1429 des lettres de rémission pour ce fait, et le roi les accorde le 6 décembre 1429, après la levée du siège d'Orléans par Jeanne d'Arc et le sacre de Charles VII, moyennant une amende de 1000 écus d'or. La Compagnie du Levant est graciée, moyennant une légère amende, alors que d'autres entrepreneurs sont envoyés en prison ou sur une galère pour le même délit. Pierre Godard épouse vers 1420 Jeanne de Laloé de Fouessy, d'une grande famille du Berry, dont il aura plusieurs enfants. Avec le dynamisme de Jacques Coeur, ils dirigent leur vue vers le négoce international. En 1418, le dauphin Charles de Ponthieu, le futur Charles VII, est le fils d'Isabeau de Bavière et de Charles VI.
sa mère est considérée au fil de l'histoire comme déraisonnable, faible, indécise, infidèle, mauvaise mère, incestueuse, corrompue, traître, avare, débauchée, sorcière, scandaleuse, dépravée, extravagante. Le père du futur Charles VII, Charles VI, alterne des périodes de folie et de lucidité. Le pouvoir est détenu par ses oncles et par son épouse, la reine Isabeau de Bavière. L'inimitié entre Louis d'Orléans et le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, plonge le royaume dans une guerre civile. En 1420, après l'assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, sur ordre du futur Charles VII, Charles VI, son père, signe le traité de Troyes en 1420 qui déshérite le dauphin du royaume de France au profit de la dynastie anglaise des Lancaster, le rameau cadet des Plantagenets. Le dauphin Charles de Ponthieu, seul héritier légitime du trône, réfute ce traité et après la mort de son père, le roi Charles VI, survenu le 21 octobre 1422, il se proclame roi de France sous le nom de Charles VII le 30 octobre 1422 en la cathédrale de Bourges. Tel est l'héritage du dauphin Charles de Ponthieu, le futur Charles VII, dont l'histoire va retenir sa moralité douteuse. La personnalité fuyante et complexe du dauphin, le futur Charles VII, contraste vivement avec celle de Jacques Coeur. D'une part, il y a un prince chétif, Falot, qui est le 11e enfant d'un père Charles VI devenu fou, et d'une mère Isabeau de Bavière qui vit une vie scandaleuse avec ses favoris. D'où un doute sur la paternité de Charles VII, qui est traité de bâtard par ses opposants. D'autre part, il y a un garçon de la classe bourgeoise qui rêve sa destinée au plus haut niveau, dans une ambiance familiale affectueuse. En 1428, le dauphin Charles de Ponthieu, qui s'est proclamé roi de France sous le nom de Charles VII, voit sa légitimité et sa situation militaire s'arranger nettement grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Dite la Pucelle, elle est née à Domrémy en Lorraine. Cette jeune fille d'origine paysanne affirme qu'elle a reçu de la part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine d'Alexandrie la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Jeanne d'Arc parvient à rencontrer Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi au sacre de Reims le 17 juillet 1429. Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430. Elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, le comte de Ligny, pour la somme de 10 000 livres. Elle est condamnée à être brûlée vive après un procès en hérésie conduit par Pierre Cochon, évêque de Beauvais et ancien recteur de l'Université de Paris. Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie, en possession des Anglais. Le roi Charles VII marque sa moralité douteuse et son ingratitude sans jamais intervenir pour sauver Jeanne d'Arc, alors qu'elle lui doit tout ce qui change le cours de la guerre de Cent Ans. Entaché de nombreuses irrégularités, le procès de Jeanne d'Arc voit sa révision ordonnée par le pape Calixte III en 1455. Un second procès est instruit qui conclut, en 1456, à l'innocence de Jeanne d'Arc et à son entière réhabilitation. Béatifiée en 1909, puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc devient une héroïne de l'histoire de France. La création de valeur pour les parties prenantes. La Compagnie du Levant, créée en 1427 par Jacques Coeur et ses associés, Raval-Dunois et les frères Pierre et Barthélemy Godard, est des plus prospères et enrichit considérablement les associés. La société est dissoute en 1439 après la mort de Pierre et de Barthélemy Godard, ainsi que la nomination de Jacques Coeur en qualité d'argentier du Royaume de France. La dynamique de Jacques Coeur. Ces années d'apprentissage du commerce permettent à Jacques Coeur de comprendre les fondements de l'économie marchande et de la civilisation européenne, à partir desquels il se décide à visiter l'Orient au débouché de la route de la soie durant l'année 1439, notamment à Damas.